Le surréalisme a été une rencontre tout à fait déterminante pour moi, extrêmement importante. Elle s'est faite assez tardivement, c'était vers 1930 ou 31 que j'ai connu les œuvres surréalistes. Votre premier roman, Au château d'Argol, est un livre dont les références sont constantes aux romantiques allemands et à Edgar Poe. Il y a un matériel, c'est vous qui le dites, je crois, dans la préface, qui est emprunté volontairement à ces auteurs. Et également, il y a autre chose qui est une remarque de Breton à propos de ce livre, disant c'est le surréalisme se retournant librement sur lui-même. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui d'un recueil de textes poétiques dont le titre est Liberté grande, qui a été publié, je crois, après Le Beau ténébreux et écrit après Le château d'Argol. Je voudrais savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ces textes courts, qui sont des poèmes en prose, en quoi c'était une sorte de récréation avec le roman, à partir du roman, ou bien si c'était quelque chose de beaucoup plus profond et si c'était une véritable nécessité. Ensuite est venu un roman, Le Beau ténébreux, dont le départ est un texte court, et ce texte semble annoncer tout le livre. Enfin, ce texte donne au moins la tonalité du livre. Est-ce que vous pensez que là, le ton général du livre ait pu être justement inspiré par les images de ce texte? C'est un texte qui a été écrit à part. J'avais à ce moment l'idée de ce roman, j'étais en Allemagne, j'étais prisonnier en Allemagne. J'ai songé à ce roman là-bas, c'était un projet encore vague. Julien Gracq, je voudrais que nous parlions maintenant du Rivage des Syrtes, qui est le troisième roman paru de vous et qui vous a valu un prix Goncourt que vous avez refusé. Je voudrais parler de ce livre parce que pour la première fois, peut-être dans ce livre, apparaissent des considérations historiques. Les deux autres livres étaient beaucoup plus déchargés de tout contexte. L'histoire, c'est mon métier, je l'enseigne, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et il est assez normal que c'est préoccupant. Mais si la guerre est présente dans ce livre comme une menace, elle n'existe pas dans le livre. Le livre se termine sur le moment où l'on pense que la guerre est inévitable et Aldo doit prendre un certain nombre de décisions d'ailleurs et repartir pour les Syrtes. Alors que dans Le Balcon en forêt, la guerre est là. Et le personnage de Grange, lui, est dans la guerre. Il n'a pas à la prévoir puisqu'elle est là. Et il semble bien aussi qu'il la subisse passivement, cette guerre. Il est très souvent question de la promenade dans vos livres, de la promenade renvoyant à l'imagination. Par quoi est-elle motivée? Dans mes livres, je pense, si on les compare à la moyenne. Julien Gracq, j'aimerais beaucoup que vous insistiez justement sur le mécanisme du paysage, entre autres dans les trois récits de la Presqu'île. Enfin, il y a trois fonds extrêmement contrastés sur lesquels se meuvent les personnages. La Presqu'île est faite de trois nouvelles. Nouvelle n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, car ce sont trois textes qui sont d'origine, en fait, et par les circonstances de la composition aussi différentes. Il me semblait que la route, quelque part, commençait comme au château d'Argol. Pas seulement, je crois bien que à peu près tous les livres que j'ai écrits commencent par un personnage qui est en voyage. Ou bien il est dans le train, je crois, dans Le Balcon en forêt. Dans Le château d'Argol, il arrive, oui. Dans Les eaux étroites, il voyage également. Dans La Presqu'île, il voyage tout le temps, il est en voiture. Hein. Et dans Le Roi Cophetua aussi, d'ailleurs, il arrive par le train. Oui, c'est un fait que la route est l'habitat préféré des personnages. Nous pouvons peut-être parler des thèmes de Balcon en forêt. En particulier du lieu. Le lieu. C'est un livre qui est proche de la réalité. Bien entendu, des romans que j'ai écrits, au fond, ils vont un peu deux par deux. Il y en a qui sont plus irréels. Ce serait Le château d'Argol et Le Rivage des Syrtes, dont le lieu est insituable et même l'époque historique. Et deux qui sont... Le rôle de la mort dans vos livres. Par exemple, dans Un Balcon en forêt ou encore dans Le Roi Cophetua. Souvent, on m'a dit ou écrit que la mort était un thème obsédant qui revenait dans tous ces livres.
Là, c'est une chose, alors, avec laquelle je ne me sens pas d'accord. Je ne dis pas que c'est faux, parce que quand on écrit un livre, on n'est pas conscient exactement de ce qui est mis. Bien entendu, il y a des choses qui apparaissent. Quelle est la part de fiction dans les pages de lettrines? Il n'y a pas beaucoup de fiction. Si vous voulez, ça n'est pas non plus c'est pas du tout un journal. Je n'aime pas beaucoup la forme de journal, je ne l'ai jamais pratiqué. Puis j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de la vie intérieure. Enfin, et tout ce que ça comporte. Je crois qu'il y a une part de fiction. Je crois que c'est plus superficiel qu'on imagine. Non, en fait, ces notations, c'est plutôt ce sont plutôt des notes de voyage, si vous voulez. C'est-à-dire, ce sont des réactions à des choses. Quelle est selon vous la situation des lettres contemporaines? Ça, c'est une énorme question. Oui. J'ai écrit il y a un peu plus d'un siècle, enfin ça devait être en 1950, j'ai écrit un petit livre ou un pamphlet qui s'appelait « La littérature à l'estomac ». Ça m'amuse de songer à ce point de départ, comme ça, puisque c'était une espèce de prise de conscience, enfin un essai de prise de conscience de la situation de la littérature. Ce qui frappe dans les lettrines, c'est le double mouvement, à la fois géographique, avec des descriptions de paysages, et littéraire, avec des récits de lecture. Oui, ils se réunissent, si vous voulez, un peu, comme je le disais tout à l'heure, en sens que ce sont des choses qui viennent en avant de moi et qui créent un choc auquel on réagit. Je pense que le choc d'une lecture n'est pas très différent pour moi de celui d'un paysage ou d'un voyage. Oui, et c'est pourquoi ils alternent volontiers dans les lettrines. Quel est le fonctionnement de l'imagination dans vos récits, disons dans vos textes de fiction? Je pense qu'il n'est pas très différent de celui des autres écrivains. L'imagination, les matériaux de l'imagination, ils ne sont pas très difficiles à isoler. Il y a le donné, enfin, ce qu'on voit, la perception, et puis il y a la mémoire. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Et la mémoire étant, en général, beaucoup plus riche, bien entendu, que le donné. Je ne me permettrai pas, bien entendu, de donner une explication de la personne de Julien Gracq, qui est une personne secrète entre toutes. On comprend, quand on le voit, quand on le lit, quand on l'écoute, que derrière cette apparence souriante, quoique fermée,